Il avait ses livres et tout ça, et après il m'a frappé quand je suis venu le premier jour, c'est là, c'est de lire votre grand-père est né en Allemagne. Votre grand-père. Alors je me suis dit, c'est votre grand-père, c'est adressé à moi. Oui, ça s'adresse à tout le monde. Mais mon grand-père n'est pas né en Allemagne, n'est pas né en Allemagne, il était né au Pays Basque espagnol. Donc je dis à la fois, on parle là de mon grand-père, c'est vous, s'adresse à moi, et à la fois ce n'est pas le mien grand-père. Et à la fois, comme votre grand-père, ça me prend à la gauche. C'est quelqu'un qui aurait pu être mon grand-père, donc il y aurait avec moi une relation particulière d'être humain et de sanitaire, quelque chose, c'est celui qui est né en Allemagne. Après, je suis venu là, à table de matière, et j'ai vu que c'est comme une espèce de totem. Et je lis toute la série, les chapitres. Alors, j'ai compris que ce texte-là était l'index des feuilles. Et vous avez compris Et ça après, je me suis dit, automatiquement. comment j'aimerais lire cela, au lieu de le lire comme cela, feuille au vent, j'aurais aimé avoir ce texte pour pouvoir le lire après le coup. Et c'est le principe parce que tous les textes, c'est le livre relié. Et là, sur le mur, pendu, c'est le livre délié, feuille après feuille. Et ce que vous dites à propos de votre grand-père, c'est un peu, comment je pourrais m'exprimer, le test de la visite. Parce que c'est basé sur l'investissement personnel. Si votre grand-père, qui n'est pas le vôtre, devient le vôtre, c'est que vous avez réagi, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et je suis très touché que vous ayez pu comprendre immédiatement qu'il s'agissait des titres de chaque texte qui étaient inscrits sur la table de matière. Et puis, voilà, et puis le coup, moi, de redire, n'est-ce pas, parce que ce sont des émois, c'est des choses qui me touchent, n'est-ce pas, et que je dis sans préavis, sans une idée préconçue. Hein. Je dis là ce que s'était passé par moi le jour de ma première visite. Et après, il y a eu
Après, il a eu la découverte des miroirs. Les miroirs, voyez-vous là, ces miroirs, je me voyais. Et je voyais les tests derrière. Donc ce miroir me renvoyait à moi, me voyait inversé, et puis les tests derrière. De ce moment, Max et sa femme ont dit, oui, ici, pour voir vraiment lire le test, il faut se déplacer. Il faut que se déplacer à gauche, par exemple, il apparaît les tests qui se trouvent pas derrière vous, mais le suivant. Et à ce moment, on lit le test. Et on le lit évidemment inversé. Et on ne se voit plus soi-même. On doit s'effacer soi, son image, pour pouvoir lire un test qui n'est pas celui qui est comment dirais-je, parallèle ou à la verticale. Il est en diagonale. Hein? Sinon, celui qui est notre voie en diagonale. Donc, de là, nous concluons, je dis nous parce que Bach le disait et moi je l'ai adhéré pleinement, que pour pouvoir entendre, il fallait s'effacer, il fallait effacer son identité. Voilà, ouvrir, n'est-ce pas, que l'identité disparaisse un instant, s'ouvrir à ces déploiements-là, qui parlaient d'autre chose, hein, qui étaient ailleurs. Oui, c'est tout à fait ça. Quoique, on ne s'efface pas complètement lorsqu'on se présente devant le miroir, et c'est ce qui me plaît, il reste une partie du visage. Et justement, c'est cette diagonale qui s'inscrit, et ça n'est même plus un texte, c'est un signe de texte. Oui, c'est un signe de texte. Avant même que ce soit un texte, c'est plutôt une présence. Donc c'est la présence d'autrui, la présence d'autre chose que soi-même que l'on voit. Et d'ailleurs, dans un texte, il est indiqué que la phrase est morte et la diagonale est entrée dans le livre. Et c'est cet esprit-là que j'ai essayé de transcrire, c'est-à-dire l'esprit de la diagonale. Et je sens que tu l'as bien saisi, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Oui, ben, en fait, je pense que la ceci de ton texte et de son déploiement plastique, là, je n'ai pas dit plastique, non, c'est possible à travers d'une information. Dans ce cas-ci, c'est une information sur la Shoah. Je dirais, puisqu'une information, d'abord il faut une information, il faut savoir. Donc il faut être né, il faut de l'histoire. Et puis, la reconnaissance du fait, l'ouverture dans l'effacement de soi, de ce qu'on aurait été marqué dans le discours de celui qui regarde, parce que cette exposition, je t'avais dit qu'elle ne s'adresse pas aux victimes ou à ceux qui sont venus après. Pour tout le dire, elle ne s'adresse pas aux juifs, elle s'adresse aux autres. Oui, exactement. C'est pas du tout une œuvre. C'est pour les autres. Limité. Exactement. Donc il faut que les spectateurs, pour qu'ils entendent, pour qu'ils entrent, qu'ils se reconnaissent comme autres, regardant les faits là, sans dévier le regard, sans l'obturer par le discours. Quand tu parles d'effacement de soi, il y a un effacement naturel, parce que c'est comme cela que ça a été conçu au départ. C'est ta vie qui s'en va, et les autres qui restent, à savoir principalement tes enfants. Et donc, plus qu'une œuvre de remémorisation, c'est plutôt une œuvre de transmission. Et ce que j'ai remarqué à propos de tous les génocides, parce que celui-ci, il y a des textes qui concernent Sarajevo, donc ça ne concerne pas uniquement la Shoah, c'est que le témoin direct
surtout quand beaucoup d'années se sont passées, a beaucoup de mal à décrire les faits. Il arrive même qu'on n'arrive pas à le croire, parce qu'entre-temps la vie a passé, et lui-même, ce qu'il dit est empreint de tout ce qu'il a vécu entre-temps, et quelquefois ça paraît pas totalement sincère, parce que il y a certains petits défauts qui peuvent transparaître, comme la vanité, etc. Et donc, cette œuvre Moher, c'est une façon d'en parler sans en être un témoin direct. Simplement, c'est une interprétation. Et d'ailleurs, cette interprétation, suivant le cas, quand je la vois réalisée, quelquefois je la trouve optimiste et quelquefois pessimiste. Parce que quand tu vois tous ces mots dans l'urne, toutes ces pages déchiquetées, tu te dis au fond, est-ce qu'Adorno n'avait pas raison? Est-ce qu'il est impossible d'écrire après Auschwitz? Je me pose la question. Et d'autres fois, je me dis non, il y a une tâche qui s'accomplit. Peut-être que on ne peut plus parler comme on parlait avant. D'ailleurs, j'écris que la phrase est morte. Et comme tu vois, les premiers mots qui me sont venus en tête lorsque j'ai commencé à écrire sont des mots, même pas des phrases. Impossibilité de faire des phrases. Je crois qu'il est impossible de faire des phrases après Auschwitz. Et si quelquefois il y a des phrases qui se font, on pourrait presque dire que c'est un peu le souvenir d'Auschwitz qui s'éloigne. Parce que au niveau d'Auschwitz, c'est pour ça que je parle de pléonasme, parce que dans le mot Auschwitz, tout est contenu. Et ce qui ne peut être dit, ça ne peut être qu'un pléonasme, une répétition, parce que tout ce que tu peux dire est déjà contenu. Néanmoins, nous qui connaissons le mot Auschwitz, qui savons quelle est son origine, nous devons faire des pléonasmes, parce que nos enfants ne le savent pas. Ça n'a pas la même répercussion pour eux. Et donc, il faut absolument dire et redire que ça a été, mais ne pas le dire comme ont pu le dire les témoins directs. Tu vois, c'est un peu ça. C'est ce qui a très bien vu Claude Rassenau, quand il s'interdit pour soi toute vocation théâtrale ou fictive. Sinon, les témoins qui parlent et les paysages qui parlent, et le reste, les paysages qui parlent. Le mot Auschwitz est un paysage déjà en lui-même. Il contient tellement de choses qu'on ne peut pas englober. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de blanc. Tout ce blanc qu'il y a autour des mots, c'est une façon de dire que ça ne peut pas être dit. Et qu'on laisse le soin à celui qui peut lire ce texte de le poursuivre en lui-même. Et donc ça rejoint un petit peu ce que le miroir, ou bien tu es riche de quelque chose, ou bien tu n'es rien. Si tu n'es rien, tu te mets devant le miroir, puis tu ne vois que ton propre visage. Inversé en plus. Inversé. Et en plus, si tu... c'est ce que dit Lévinas, quoi. Si tu es ouvert sur l'autre, eh bien à ce moment-là, tu vois un texte inversé également, mais ce texte produit quelque chose en toi. Et d'ailleurs, je sens que ça produit quelque chose en toi. Oui, ça m'a beaucoup ému, beaucoup remis. Et ce qui m'a, comment dire, ce sont des mots frappés, ou c'est là, c'est ce qui m'a, c'est d'avoir vu une transmission poétique. C'est une transmission créée, une transmission métaphorique, comme c'est ça, dans ton travail. Moi, je te l'ai déjà dit, c'est très étrange ce qui s'est passé. Parce que, par la métaphore. Voilà, ça commence par un jeu de mots, comme je te l'ai dit. Mot, Moher, mort. Et ensuite, c'est une espèce de divagation. L'esprit commence à bouger. C'est comme une pelote de laine, on tire un fil, et peu à peu, toute ta vie apparaît. Et presque à mon insu,
je m'aperçois que, oui, c'est pour ça qu'il y a ce fil là-bas. Presque à mon insu, je m'aperçois de l'importance de ces événements qui... Je suis né en 37, donc j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, et je ne pensais pas, puis ensuite, c'est des événements que j'ai totalement oubliés, et je ne pensais pas qu'ils allaient revenir à partir d'un jeu de mots, que toute cette... Tout ce non-dit de l'époque, allait remonter comme ça. C'est ça, oui. Il est vrai que je suis aidé par les événements. Je parlais l'autre jour avec des amis justement de cela, de l'enfant. Je l'ai trouvé là, comment il vivait cela. Il vivait les émois des adultes qui l'entouraient, surtout de ses parents, des adultes. Et il vivait ces tragiques-là. Et il ne savait pas, il ne pouvait pas conceptualiser cela, pas comment dire, mettre des mots. Cela, ce ne soit que des mots de vente. C'était des impressions. Non, des impressions subies, très fortes, subies, c'est ça. Déjà, l'enfant qui était arraché, qui était arraché à ses parents, ou l'enfant qui a été laissé, on s'est confié à des inconnus presque, pour qu'ils les gardent comme nous savons, n'est-ce pas? Et c'est là, c'est pour ça, à l'instant, dans ton humanité, je ne dis pas humanisme parce que je n'aime pas ce mot, dans ton humanité, du fort, tu parlais de la Shoah, tu parlais de Sarajevo, n'est-ce pas? Mais j'avais mis un peu entre parenthèses à ce moment Sarajevo, parce que ce n'est pas pareil. Je sais bien que ce n'est pas pareil. C'est là parce que... Je sais bien que ce n'est pas pareil, mais il y a quand même une émotion. Ça se passe dans les... Je le dis tout simplement, bien sûr, avec tout l'humilité, quand on parle de la souffrance des autres, de la vie. Là, se passe dans la couleur de la guerre, entre gens qui cohabitent, qui sont là. C'est pas dans un autre contexte. Pour moi, l'horreur, c'est cette systématisation. Oui, le petit homme ordinaire, le comptable, qui vient remplir ses fiches. Voilà. C'est systématisation, n'est-ce pas? Les familles qui partaient, les enfants, les adultes, les anciens, c'est ça. Oui, mais enfin, c'est systématique. Oui, mais quand un colonel ou un général tue 8000 personnes, tu vois. Oui, mais là, ce que je veux dire, là, n'est-ce pas, que la Shoah, il a un élément qui est l'extermination spirituelle, si on peut dire ce mot en sens. Hein? C'est l'extermination spirituelle, c'est l'arrachement à l'assistance, pas la mort, ce n'est pas l'homicide, c'est au-delà, n'est-ce pas? Je ne fais pas trop de là, parce que quand tu vois le pont de Mostar, ce magnifique pont du Moyen-Âge, que tu le vois voler en éclats, c'est pas une explosion spirituelle. Je t'entends, Mas. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais... Alors moi, c'est pour au niveau de la responsabilité, puisqu'on a eu le malheur de vivre ça sous une forme parfaite. J'ai un texte que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de textes à propos de Molière, où je dis « camp de concentration, œuvre d'art ». C'est un cri, c'est le cri le plus terrible que j'ai jamais proféré. On a eu l'extraordinaire privilège d'avoir les gens les plus compétents du monde pour faire ce qu'ils ont fait. À ce moment-là, leurs compétences retentissent sur nous et ça nous donne une compétence pour rejeter ce qu'ils ont fait. Alors là, je ne fais plus d'échelle, je dis nous sommes extrêmement compétents. Nous sommes extrêmement compétents dans le domaine de l'horreur. Ce qui veut dire que même si des gens pratiquent l'horreur avec une moindre compétence, l'horreur demeure la même et au départ, il y a un homme, il y a un individu qui peut prendre un revolver et qui peut l'appliquer sur la tempe d'un enfant. Mais qui c'est ce type-là? J'appelle ça les qui au juste. Qui au juste est cet homme-là?
Quel est cet homme qui est capable de faire ça? À ce moment-là, il n'y a plus de classification. Hein. Il y a le point de départ. Le point de départ, c'est l'homme qui prend son revolver. Alors après, c'est le grand nombre, c'est l'organisation. Et il faut reconnaître que la nation allemande a un génie pour ce type de travail, et donc ça s'est unifié, le point de départ étant le type qui met le pistolet sur la tempe, jusqu'au comptable qui met les fiches des enfants qui ont été tués pour en faire je ne sais quoi. Donc là, on a eu le système parfait, on a eu droit au système parfait. Alors évidemment, en Yougoslavie, il y a des systèmes incomplets, parce que le niveau de civilisation atteint n'est pas aussi bon que celui qui avait été. Enfin voilà. On a arrêté là. Oui.